L'UTMB, 20 ans de passion. Un défi contre moi-même. Galère. Tout va bien, tout baigne. Et là, il faut que je finisse. Parce que faut que je finisse ce que j'ai commencé. Donc à fond. Les cailloux, faut être fou pour faire ça. Je m'appelle Mathilde Lenné, je suis bénévole pour l'UTMB et à l'occasion des 20 ans de la course, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont contribué au mythe. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 30 août 2003 à 4h du matin ? Vous étiez sûrement en train de dormir à cette heure-là. Topher Gaylor, lui, s'apprêtait à vivre une des expériences les plus intenses de sa vie. Ce matin de 2003, l'Américain de 34 ans était à Chamonix, sous l'arche de départ de l'UTMB. Dans la fraîcheur de l'aube, ils étaient un peu plus de 700 coureurs, le regard fixe, gonflés à bloc, prêts à tout donner sur les sentiers. 20 ans après ce premier saut dans l'inconnu, Topher Gaylor se souvient de tout. Chaque col, chaque descente, chaque émotion de cette course qu'il a courue 11 fois. Arrivé deuxième en 2003, il fait partie des Américains qui ont le plus brillé dans l'histoire de l'UTMB. Il dit que rien n'égale cet ultra, qu'il est unique, presque magique. Mais ce qu'il ne dit pas, par humilité sûrement, c'est combien cette course lui doit. Premier sponsor de l'UTMB avec The North Face pendant 12 ans, il a contribué à faire grandir l'événement et à lui donner un écho mondial. Mais partenaire ou non, Topher Gaylor est avant tout un coureur passionné et inspirant. Hi Topher. Salut Topher, comment ça va ? Ça va bien ? Merci d'être là, c'est un honneur pour moi de t'avoir en face de moi. Merci à toi, c'est un plaisir d'être ici avec toi pour parler de l'UTMB. Ma première question d'ailleurs, c'est toujours la même pour chaque invité de ce podcast. J'aimerais que tu me racontes ton souvenir préféré lié à l'UTMB. Alors je vais partager 2 souvenirs en fait. Mon premier souvenir remonte à la première année, pendant la première édition en 2003. Je me revois encore à 4h du matin sur la ligne de départ à Chamonix. Pour moi, c'était un des moments les plus incroyables de ma vie parce qu'à l'époque, personne ne pensait qu'il était possible de faire le tour du toit de l'Europe en courant à travers 3 pays et de revenir à Chamonix. Et pour moi, ce sentiment de plonger dans l'inconnu, c'est un souvenir très spécial que je garderai toute ma vie. Le deuxième souvenir, c'est plutôt une émotion. Je suis très ému rien que d'y repenser. Donc, juste après Courmayeur, j'ai attaqué la montée au moment du lever du soleil au-dessus du Mont Blanc, côté sud. Ça fait partie de ces moments où on réalise à quel point cette course est énorme. On a la beauté et la magnificence de cette course qui se mélangent et qui rendent cette course incroyable. C'est très émouvant pour moi. On parlait de cette première course en 2003. Tu te souviens de comment tu as entendu parler pour la première fois de l'UTMB ? Je vivais en Europe, je gérais la marque The North Face pour toute l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et j'avais déjà la course dans le sang. J'étais un fidèle de la Western States, donc je cherchais désespérément une course d'environ 100 miles en Europe, ou en tout cas un format qui s'en rapproche en Europe. Plutôt du côté des Alpes, qui sont si belles. Et je me souviens que je suis tout simplement tombé sur le site web de l'UTMB et je me suis inscrit tout bêtement. En tant que coureur, donc ? Eh bien oui, c'est comme ça que j'ai découvert la course. Et ensuite, j'en ai parlé à notre responsable du marketing pour la France. Et l'équipe a tout de suite dit « Bon, ok, faut qu'on sponsorise cet événement. On doit être partenaire de l'UTMB. » L'équipe française s'est arrangée pour que je rencontre Catherine et Michel Poletti, les organisateurs. Et je me souviens que la toute première fois que je les ai rencontrés, c'était dans un café à Chamonix. Moi, j'étais là pour m'entraîner pendant 3 jours. On a mangé un super repas. Je crois même que Vincent Delabarre nous a rejoints. Et on était tous les 5 avec ma femme Kim.
Et on a vraiment créé une connexion à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Tu vois, la plupart des gens aujourd'hui voient l'UTMB comme une grosse machine, mais ce que les gens oublient, c'est que tout a commencé comme une petite affaire familiale. Aux États-Unis, on appelle ça une mom-and-pop organization. L'UTMB, c'était ça, quelque chose de très simple, monté avec des amis et avec la volonté de créer une expérience unique pour les coureurs. Et en fait, c'était un concept remarquable et je pense qu'avec The North Face, on a contribué au succès en partageant cette histoire et en la faisant exister sur la scène mondiale parce qu'on a tout de suite vu que cette vision du trail, cette expérience sur les sentiers était incroyable et incomparable. Ça n'existait nulle part ailleurs sur la planète. At the time, et à l'époque, tu pouvais imaginer que la course allait devenir l'expérience énorme qu'elle est devenue aujourd'hui? Oui, on y croyait et ils y croyaient. Parce que pour ceux qui sont déjà venus à Chamonix, quand on se pose au centre-ville, qu'on a le Mont Blanc en face de soi, c'est vraiment quelque chose. On est à 1000 mètres d'altitude, on voit le sommet du Mont Blanc à 4800 mètres. Et c'est le toit de l'Europe, le point le plus haut de l'Europe. Et tout ce concept de courir sur le toit de l'Europe en traversant 3 pays, tous ces petits villages, faire le tour, il n'y a rien d'équivalent dans le monde. Je savais que c'était quelque chose de très spécial et que ce serait une opportunité unique de le partager avec le reste du monde. The North Face a sponsorisé l'événement pendant 12 ans. Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu un point de vue privilégié sur l'évolution de la course? La course a changé et elle a évolué chaque année. Je crois que ça, c'est lié à l'esprit d'entrepreneur de Michel et Catherine. Michel était le directeur de course, en quelque sorte, donc on échangeait énormément pendant les 12 mois de l'année sur la manière dont la course pouvait évoluer et surtout sur la manière dont The North Face pouvait continuer à être impliqué et à les aider à raconter leur histoire. On essayait toujours de trouver des moyens d'ajouter de nouveaux événements, des animations différentes. Je crois qu'ils ont vite pris en compte la demande de course moins longue pour que plus de coureurs puissent participer à l'aventure. Tout le monde n'est pas capable de courir 165 km avec 10 000 mètres de dénivelé. Donc, trouver et proposer des distances plus courtes pour faciliter l'accès à la course est devenu une évolution naturelle. You are a 3 times top 10 finish. Toi, tu as fini la course à 3 reprises dans le top 10 et tu es l'Américain le mieux classé dans l'histoire de l'UTMB. Le trail est né aux États-Unis dans les années 70. Les coureurs américains sont évidemment d'excellents athlètes, mais pourtant, aucun n'a réussi à remporter la course. Comment tu expliques cela? Do you have an explanation? It's the great mystery. Alors ça, c'est le grand mystère. J'ai quand même plusieurs théories pour expliquer pourquoi c'était comme ça au début. À mon avis, c'est en partie parce que les coureurs arrivaient trop tard sur place, donc ils n'avaient pas assez de temps pour se préparer avant la course. Mais aussi parce que certains sous-estimaient la difficulté du parcours. Pourtant, dans les premières années, certains de nos coureurs étaient vraiment les meilleurs de leur génération. Je pense à des gens comme Karl Melzer, Scott Jurek, et malgré tout, ils n'ont jamais réussi à faire la course parfaite. Tu sais, Jim Walmsley est sans doute celui qui s'est le plus impliqué et qui s'en est le plus rapproché. En tout cas, il a la bonne approche. Et même avec la bonne approche, ça reste une course vraiment difficile. C'est dur d'arriver à cet alignement de planètes qui fait que tout se passe bien. En revanche, pour les femmes américaines, c'est une toute autre histoire. Elles sont nombreuses à maîtriser parfaitement la course, comme Chris Simwell, qui a gagné 2 fois, ou Nikki Kimball. Je pense aussi à Lizzie Hawker, qui vient d'Angleterre et qui a dominé toutes les femmes. Kathy Scheid, Rory Bossio, elles sont toutes américaines et elles ont réalisé des performances incroyables. Donc on verra bien du côté des hommes. Mais c'est quand même drôle parce qu'il y a cette couronne qui attend et qui est un élément de motivation énorme pour les coureurs américains. Il faut juste qu'ils arrivent à comprendre comment s'y prendre. Peut-être que ça pourrait être une femme américaine qui finirait pour la première fois première de la course. C'est possible, oui. Plus la distance est grande, plus on arrive à une certaine parité et il y a de plus en plus de courses où les femmes arrivent premières et remportent la course. Il n'y a aucune raison pour que ça n'arrive pas avec l'UTMB. I guess. J'imagine qu'on verra ça très bientôt en tout cas.
Et j'aimerais partager quelque chose avec toi. C'est une vidéo de 2005. Tu cours l'UTMB pour la 3e fois. Oh boy. Oh mon Dieu, c'est Courmayeur. On est en plein milieu de la nuit. Tu manges des pâtes. Tu es clairement fatigué. Hey, Julie. How you feeling? Oh, I'm all right. You look great. A little tired. You don't even look tired. That's good. There's a long way to go still. That is funny. Ouais, c'est marrant de revoir ça. That is funny. So, Tu te souviens de ce moment? I remember that moment. Je m'en souviens, oui. Je crois d'ailleurs que c'est Nico Mermou qui me parle, donc on doit être en 2005. Oui, 2005. 2 ans plus tôt, en 2003, j'avais fini 2e. Et en 2004, j'avais vraiment envie de finir à nouveau dans le top 3. En tout cas, sur le podium. Donc j'avais vraiment tout donné, mais la descente après le Grand Col Ferré avait vraiment été très compliquée. Et au final, j'avais dû abandonner la course cette année-là à la folie. Ceux qui ont déjà abandonné une course savent de quoi je parle. C'est très douloureux de prendre cette décision, surtout sur l'UTMB, parce qu'on sait que la seule chance qu'on a de courir à nouveau, c'est l'année suivante. Il faut attendre une année entière et on doit vivre 1 an avec la douleur d'avoir dû abandonner. Donc pour en revenir à 2005, j'y suis allé en me disant que c'était juste impossible d'abandonner, sauf si je me cassais quelque chose. Donc là, on me voit en plein milieu de la nuit à Courmayeur en train de manger parce que pour moi, la nutrition est très importante quand on court sur 100 miles. Donc je mange des pâtes très tôt le matin en essayant de rester à une bonne température et de me préparer au lever du soleil. Et c'était ta femme Kim qui gérait tout pour toi? Oui, c'est elle qui gérait. C'était la patronne de mon équipe sur les premières années à l'UTMB. J'ai toujours estimé qu'il était important d'avoir une équipe très simple. Donc il n'y avait que Kim. C'était Kim et moi. Et ça nous permettait d'avoir une communication plus directe et plus claire. Quand tu dis qu'il aurait fallu que tu te casses quelque chose pour abandonner, je me demande ce que tu recherches vraiment sur les sentiers du Mont Blanc. Pour moi, l'Ultra Trail et particulièrement ce format de course longue, les 100 miles, c'est un plongeon dans l'inconnu. Peu importe que tu sois entraîné, la manière que tu as de te préparer mentalement ou physiquement, il n'y a aucune garantie. Et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe pour nous tous dans nos vies. On ne sait rien de ce qui va nous arriver. Et pour moi, ce que je recherche dans une course comme l'UTMB, c'est une opportunité de me challenger en combinant l'aventure, la nature, la montagne et les gens qui courent à mes côtés. C'était ça que j'étais venu chercher sur l'UTMB et c'est exactement ce que l'UTMB m'a donné dès les premières années. C'était magnifique. Tu as donc couru 11 fois la course, tu as fini 2e en 2003. Comment tu t'étais préparé pour un tel événement? À l'époque, je travaillais et je vivais en Italie. Je passais beaucoup de temps à courir dans les Dolomites et dans le Mercantour. Pour moi, il n'y avait rien de mieux que de courir sur les sentiers pour se préparer. Comme à la Western States, on a des camps d'entraînement, j'ai voulu reproduire l'expérience. Donc, 5 semaines avant le début de la course, j'ai dit « Ok, je vais partir pour 3 jours d'entraînement et je vais courir sur tous les parcours. Je vais enregistrer tous les recoins et les graver dans mon cerveau pour être préparé. » Ça s'est révélé être une très bonne méthode d'entraînement pour moi parce que ça m'a permis d'imprimer dans ma mémoire tous les détails du parcours quelques semaines avant la course. Cette course semble très spéciale pour toi. Est-ce que tu comptes participer pour la 20e édition? Je crois que sur les 20 années d'existence de l'UTMB, j'étais présent à chaque édition, à part peut-être 1 ou 2. Mais maintenant, je reviens surtout pour la communauté et tous les gens avec qui j'ai créé des liens profonds et sincères grâce à cette course. Comme je l'ai dit, l'expérience globale a changé. C'est beaucoup plus grand qu'au début. Mais au fond, ça reste pareil. Parfois, certaines personnes se demandent si l'UTMB n'est pas devenu trop énorme. Est-ce que c'est mieux de faire un gros événement ou un plus petit, plus communautaire? Moi, je crois que les 2 options sont très bien. Il y a de la place pour tout le monde. Si vous êtes déjà venu à l'UTMB, si vous avez traversé Saint-Gervais en courant, ou si vous avez déjà couru aux Contamines en pleine nuit ou dans les rues de Chamonix, au début ou à l'arrivée, alors vous connaissez cette sensation, ce fourmillement au bout de vos doigts, comme s'ils étaient chargés d'électricité. Et ce sentiment, il est incroyable pour n'importe quel coureur, qu'il soit français, américain, espagnol ou japonais. Et si vous n'avez jamais eu la chance de ressentir ce genre d'émotion, alors il faut vraiment venir à Chamonix pour vivre ça. Quelle que soit la distance, toutes les courses sont incroyables ici.
Mais même pour le public, en fait. Parce que ce que je veux dire, c'est que quand je suis venue pour la première fois à Chamonix, je voyais tous ces gens courir et courir des jours entiers. Pour moi, c'était des fous. Je comprenais pas vraiment pourquoi ils faisaient ça. Et en fait, je suis allée à Chamonix pour voir l'UTMB. Et là, j'ai compris qu'il se passe vraiment quelque chose de spécial. Yeah, it's electrifying. And there's Oui, l'ambiance est électrique. Il y a cette énergie incroyable qui vient des spectateurs lorsqu'ils voient ces êtres humains s'élancer vers l'inconnu sans savoir s'ils seront capables de le faire. Et les coureurs leur rendent cette énergie. Toute cette énergie circule. Il y a comme un échange. C'est pour ça qu'on dit souvent que dans les ultras, le coureur fait chaque foulée seul, mais que c'est une expérience qu'il partage avec les spectateurs, les autres coureurs, leur équipe technique, avec tout le monde en fait. Et c'est cet échange d'énergie qui l'aide à accomplir quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé possible et qui dépasse ses capacités. Pendant l'UTMB, c'est fascinant de voir à quel point la communauté est importante. Par exemple, un de mes passages préférés pour assister à la course, c'est Notre-Dame de la Gorge. C'est un moment qui arrive à 35 km après le début de la course et c'est vraiment à ce moment-là que les coureurs quittent l'énergie et l'excitation de la vallée. La folie de Saint-Gervais décontamine. Là, les coureurs attaquent leur voyage dans la nuit, dans les montagnes. C'est le début d'une longue ascension. Et là, il y a des feux de joie, des gens qui crient. C'est un peu comme le Tour de France. Je pense que Catherine a su trouver le moyen d'apporter de la culture, de la musique et de l'émotion, ce qui permet à toute la communauté de se retrouver autour des coureurs avec une ferveur qui n'existe nulle part ailleurs. Ça a transformé cette course en quelque chose de plus. Au-delà de l'aspect course technique, c'est devenu une expérience entre les coureurs et la communauté. Je pense que c'est les premiers organisateurs de courses à avoir autant pris en compte le public, les familles, les proches, les locaux. Ils ont tout fait pour inclure les spectateurs, pour inclure l'émotion. C'est ça que les Politi ont apporté. Leur vision pour rendre toutes ces émotions palpables. Ce n'est pas par hasard, c'était leur objectif. Oui, tout à fait. Ils ont tout fait dans ce sens-là. Et tu parles beaucoup du pouvoir de la communauté, des montagnes, des paysages. D'où ça devient cet amour de la nature? On a l'impression que ça vient de plus profond de toi-même. Oui, ça me touche quand on parle de ça d'ailleurs. Je suis le plus jeune d'une fratrie de 10 enfants et pour nous, le sens de la communauté a toujours fait partie de nos valeurs familiales. Tu vois, par exemple, mes parents pensaient qu'il fallait tous les courir ensemble. Donc chaque été, on embarquait à bord de grands bus scolaires et on voyageait à travers les États-Unis. Pour eux, rien ne remplace les leçons de vie qu'on apprend quand on est dans la nature, surtout quand on les partage. Et si je transpose ça au trail, je retrouve le côté communautaire. Pour moi, ce qui est le plus important dans cette communauté de trail, c'est qu'elle est très inclusive. C'est très ouvert. C'est une communauté qui a de belles valeurs, qui accepte tout le monde, qui permet aux gens de s'accepter tels qu'ils sont, qui leur permet de venir et de montrer qui ils veulent devenir. Je pense vraiment que le trail en général et l'UTMB en particulier fait ressortir le meilleur de chacun. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire partie de cette aventure et même de l'aider à grandir. Pour moi, le trail, c'est comme un langage, ou alors un traducteur, ou plutôt un langage universel, que tout le monde peut comprendre et qui permet de s'exprimer peu importe d'où l'on vient. Quand on y pense, le fait de se retrouver sur la ligne de départ au milieu de coureurs de 85, 90 nationalités différentes et de parcourir tous ces kilomètres tous ensemble, tous unis, c'est quelque chose de très spécial. Mais donc, on est arrivé à ma dernière question. Tu peux prendre ton temps pour y répondre. Elle est assez simple. Pourquoi est-ce que tu cours? Oh, wow. For me, En fait, pour moi, courir, c'est une activité très simple et en même temps, c'est très complexe. C'est aussi simple que de mettre ses chaussures, son short et partir un pied devant l'autre. Mais le fait qu'une activité aussi simple apporte autant dans la vie, c'est fou. En tout cas, c'est une des plus grandes motivations pour courir. Ça me permet de me libérer l'esprit. Ça me donne le sentiment de faire partie d'une communauté, d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi. Ça me permet d'explorer mes limites.
Le simple fait de se dire combien de temps je vais pouvoir courir juste en mettant un pied devant l'autre, c'est une expérience qui vous transforme. Et donc pour moi, c'est ce mélange de simplicité et d'exploration des limites qui vous transforme en tant que personne. J'espère que ça fait de moi une meilleure personne, capable de relever au mieux les défis du quotidien, mais aussi de vivre au mieux en communauté et avec les gens qui m'entourent. Merci Topher. Ok, merci. Merci pour tous ces moments et ces émotions partagées. Merci pour ton temps et pour ta sagesse. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode que l'on a enregistré à Auburn, en Californie, 1 mois avant le départ de la Western States. C'était un moment un peu à part, déconnecté, propice aux émotions. Alors j'espère que Topher vous aura transmis un peu de son attachement pour l'UTMB et sa passion pour le trail. Cet épisode a été produit par Lines Agency et Trail Endurance Mag. Il a été réalisé par Mathilde Lenné et Mélanie Puey. Vous pouvez nous écouter tout l'été et découvrir ou redécouvrir le mythe UTMB. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. On attend aussi vos commentaires sur l'Instagram de l'UTMB Mont Blanc et sur celui de l'UTMB World Series.